de suite entrer dans le vif du sujet et je voudrais tout de suite inviter à la tribune le Rav Uri Cherki. Alors, on ne présente plus le Rav Uri Cherki. Rav, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, président de Britolam, mais je voudrais peut-être le présenter aujourd'hui comme le petit-fils d'Eizer Cherki et le fils de Chaim Cherki, qui étaient, on peut le dire, des piliers du sionisme, de l'amour d'Eretz Israël à Alger. Et je crois que c'est comme cela qu'on devrait le présenter aujourd'hui ici à Ashdod, dans le cadre de ce colloque qui doit relier, on va dire, l'histoire, le patrimoine des Juifs d'Algérie à la réalité d'Israël aujourd'hui. Uri, bevakasha. Shalom et bonjour à tout le monde. On m'a demandé de nous entretenir de la contribution du judaïsme algérien à l'élaboration du sionisme. Disons que ce sujet nous introduit dans une problématique beaucoup plus vaste que le judaïsme d'Algérie ou d'Afrique du Nord, mais dans l'histoire du peuple d'Israël depuis le début de son exil jusqu'à nos jours. Il n'est pas évident de rester de nombreux siècles en exil, de participer à l'histoire d'autres nations, d'être soi-même une nation exilée, puis émancipée. Et le problème de savoir comment est-ce que la fibre du souvenir national a été conservée. Elle n'a pas toujours été conservée partout. Il y a, même au sein du discours rabbinique lui-même, post-talmudique, il y a parfois des positions que l'on peut appeler avant la lettre antisionistes. Il y a eu souvent une acceptation, on dirait même idéologique, de l'exil comme étant la forme idéale de l'identité juive. Et donc, ce n'est pas évident d'avoir conservé l'espérance d'un renouveau national. Or, de ce point de vue-là, il y a une contribution très importante, tout d'abord à la tradition séfarade, et en particulier la tradition des Juifs d'Algérie, au cours de la littérature rabbinique, écrite des derniers siècles, puis après dans la modernité. Le début de la modernité, puis la modernité plus proche de nous. Et là, je voudrais avec vous faire une petite revue de ce qui a été dit. Je rappelle qu'un de mes maîtres, le Rav Tzvi Yehuda Kook, quand il parlait d'Herzl, insistait toujours sur ce point de vue-là, sur ce point-là qui est, il disait, je vous le dis en hébreu, à sa manière, Herzl lo haya shiknuzi. Ce qui veut dire, Herzl n'était pas ashkénaze. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que c'est dans la tradition séfarade que l'identité juive en tant que nation en exil et qui espère son retour a été le mieux conservée. Et effectivement, Herzl était d'une famille séfarade célèbre. Nous n'allons pas rentrer dans tout le détail. Simplement, je voudrais revenir ici à l'enseignement d'un des grands maîtres d'Espagne qui vivait en Catalogne, à Barcelone. Je parle ici de Nachmanide. Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui dans ses notes sur un des ouvrages de Maïmonide, compte dans la liste des commandements positifs, il y a 248 commandements positifs, 248 mitzvot assez. Une des 248 mitzvot assez, c'est le devoir de fonder une entité politique indépendante en Eretz Israël, c'est-à-dire de fonder un État. Ce qui veut dire que lorsque Ben Gurion a fondé l'État d'Israël, il aurait dû, s'il avait demandé à un rabbin, faire une bénédiction en disant « Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'akim medina ». Mais il ne l'a pas fait, peut-être parce qu'il tenait compte des autres opinions halachiques, ou peut-être parce qu'il ne savait pas qu'il devait faire une bracha, ou peut-être qu'il disait « ça fait brachot le'akel ». En tout cas, quoi qu'il en soit, la mitzvah a été accomplie. Aujourd'hui, nous avons
nous avons un État qui est la complice. Sans les paroles, pourrait-on dire presque prophétiques, de Nachmanide, il est tout à fait probable que le souvenir de l'identité nationale d'Israël aurait été perdu, et qui sait si jamais on aurait eu un État. Un des descendants de Nachmanide était le Rashbash, pour ceux qui ont entendu parler. Rabbi Shlomo ben Shimon, lui-même le fils du Rashbatz, Rabbi Shimon ben Semach Duran. Qui sont ces gens-là? Eh bien, ce sont les grands maîtres d'Algérie au XVe siècle. C'est eux qui ont codifié les paroles de Nachmanide et qui ont insisté sur le fait que la halakha, la loi, est qu'effectivement, il faut avoir une souveraineté juive en Eretz Israël. C'est l'opinion du Rashbatz, Rabbi Shimon ben Semach, lui-même originaire de Majorque, puis passé en Algérie après les pogroms de 1391. Et c'est également l'opinion donc de son fils, le Rashbash, qui, par sa mère, descendait de Nachmanide. Il est important de voir que, par la suite, les poskim, les décisionnaires, se sont basés sur ces enseignements des rabbins d'Algérie pour fixer la halakha. Aussi bien d'ailleurs dans le Shulchan Aruch que dans les commentateurs du Shulchan Aruch. Et cela arrive au XVIIIe siècle avec la décision, la reprise de cette halakha par un des grands maîtres d'Algérie, Rabbi Yehuda Ayash. Rabbi Yehuda Ayash, né à Médéa, en Algérie, puis par la suite grand rabbin d'Alger, et qui par la suite a fait son aliyah. Il est enterré au mont des Oliviers, à côté d'ailleurs de la tombe de son fils également, qui était Rishon LeZion, décédé au début du XIXe siècle. Ces enseignements de Rabbi Yehuda Ayash, et également donc de ses prédécesseurs, ont été consignés également par un des grands maîtres du monde ashkénaze, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, et par l'élève du Gaon de Vilna, je parle ici du Peat HaShulchan, Rabbi Israël de Shklov, qui expressément fait la liste des rabbins d'Algérie qui ont dit qu'il fallait fonder un État en Eretz Israël. Donc on voit que nous avons, en tout cas notre communauté, a une contribution importante dans la conservation de ce qu'on pouvait appeler le pré-sionisme, le proto-sionisme. Donc c'est toujours une certaine fierté d'appartenir à cette tradition-là. Rappelons également que ce sionisme avant l'époque se retrouve dans les piyutim, dans les poésies de nos maîtres. Si vous regardez par exemple les poèmes écrits par Rabbi Avraham ibn Tawa. Rabbi Avraham ibn Tawa, rappelons tout simplement, ou Ben Toa, était un arrière-petit-fils du Rashbatz, de Rabbi Shimon ben Semach Duran. Il y a des lignées d'ailleurs prestigieuses. Un des descendants d'ailleurs du Rashbatz est tombé cette année au front, il s'appelait Yosef Duran également, est tombé au front après donc une famille prestigieuse qui pendant 700 ans a donné des rabbins génération après génération, a donné également un héros des guerres d'Israël. Et donc pour revenir au piyutim, Rabbi Avraham ben Toa a écrit des poésies en l'honneur du sauvetage de la ville d'Alger. Lorsque Charles Quint, l'empereur Charles Quint, a voulu faire la conquête de la ville, et les Juifs s'attendaient à un massacre, et que finalement, miraculeusement, la flotte de Charles Quint a été emportée par une tempête, il a écrit des piyutim pour célébrer ce sauvetage, et dans lequel il ne cesse de dire « Et maintenant, nous espérons le retour à Sion ». Il y a également un piyut qui était en usage à Oran, qu'on récitait le soir de Kippour avant de réciter la bénédiction de Sheikhianu à l'entrée du jour de Kippour, et que j'ai fait imprimer également, parce que Manitou le faisait, à l'introduction du Sheikhianu du jour de l'indépendance d'Israël. Là, je vous cite une petite strophe. C'est le jour de Kippour, un jour où on s'occupe essentiellement de la rédemption des péchés, l'expiation de nos fautes. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Eretz Israël? Or, le
Piyut Orané nous dit la chose suivante. Melech haose gedolot le'en mispar, le roi qui fait de grandes choses à l'infini, et yekabetz letzion she'erit mete mispar, lorsqu'il ramènera à Sion le reste de ses rescapés, et Zuzo vegodlo, sa grandeur et sa puissance, Ba'iyim Yesupar, sera raconté dans les îles. Quand les poètes algériens disent les îles, ils veulent dire l'Algérie. Al-Jazair. Al-Jazair, ça veut dire les îles. D'accord? Ba'iyim Yesupar, Ve'aya Bayomahu, Yitakar Beshofar, et en ce jour-là, retentira la sonnerie du chauffard, c'est-à-dire le chauffard messianique dont il est question dans nos midrashim. Donc, ce n'est pas pour rien donc que finalement, lorsqu'arrivaient des shlichim de l'agence juive dans des villages d'Afrique du Nord, en particulier au Maroc, mais également dans le sud algérien, et qu'ils disaient à la population, nous sommes venus vous amener en Eretz Israël, le soir même, tout le village venait avec des valises et disait où est le tunnel. C'est-à-dire que c'était pour eux une évidence que la première chose qu'il faudrait faire dès que la chose est possible, c'est de revenir sur notre terre. D'ailleurs, rappelons que la ville de Tel Aviv a été fondée par des Oranais, par la famille Shlouch. Jusqu'à ce jour, vous pouvez voir dans les quartiers contigus à Yafo, vous pouvez voir les inscriptions Shlouch frères en français. D'accord? Donc, il y a déjà une histoire importante. Rappelez-vous également que la première idée de fonder une armée juive et un congrès juif mondial a été formulée par des rabbins d'Afrique du Nord, le Rav Yehuda Bibas, le Rav Yehuda Benatar, et qui par la suite ont influencé le Rav Yehuda Al-Kalai, un des précurseurs du sionisme, qui d'ailleurs a fait son aliyah et qui est enterré aujourd'hui, au mont des Oliviers. Bon, tout ça c'est pour vous raconter un peu de l'histoire passée. Essayons de passer plus rapidement à la modernité. Il y avait un rabbin à Tlemcen, le Rav Yosef Messas, qui raconte dans l'introduction à son Otsar Amirtavim, 3 volumes, dans l'introduction, il raconte les efforts qu'a fait sa famille pour monter en Eretz Israël pendant 250 ans. Il raconte comment, de génération en génération, chacun de ses ancêtres a projeté de faire son aliyah et comment est-ce qu'à chaque fois ça a échoué. Jusqu'au moment où c'est devenu possible, il est devenu grand rabbin de Haïfa. Et il raconte dans son introduction, il a fait une analyse d'un texte talmudique qui a un peu hérissé certaines autorités rabbiniques dans lequel il dit qu'il ressort du texte du Talmud. Alors, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais il le dit, je ne fais que le citer. Il dit, un non-juif habitant en Eretz Israël est préférable à un juif religieux habitant en Chutz La'aretz. Ce à quoi le Rav Kook lui a dit, c'est un peu exagéré, Kvod Harav. D'accord? Bon, il l'a dit, il s'est imprimé, vous pouvez le voir. Et puis, quand on arrive à l'époque moderne, c'est là que se pose le problème de ce que vont faire les Juifs d'Algérie. Or, les Juifs d'Algérie, contrairement à leurs frères du reste de l'Afrique du Nord, du Maroc, de Tunisie, de Libye, sont devenus français à part entière. Ils n'étaient pas donc colonisés, ils n'étaient pas sous protectorat, ils étaient français. L'Algérie était divisée en départements français officiels. Et l'État d'Israël est fondé, et les Juifs d'Algérie, en grande majorité, ne font pas leur aliyah. Il y en a quand même quelques-uns qui sont venus, qui ont fondé des villages d'ailleurs, qui existent jusqu'à ce jour, mais la grande majorité est restée en Algérie. Puis après, lorsqu'il y a eu l'exode, ils sont partis vers la métropole. Ce n'était pas sortir d'un pays à l'autre de leur point de vue, c'était rentrer à la maison, rentrer dans leur pays, dont ils avaient la citoyenneté à part entièrement égale.
D'ailleurs, pas seulement depuis 1870 avec le décret Crémieux, les Juifs de l'Algérois, dès 1830, lors de la conquête d'Alger, ont reçu la nationalité française. Donc pour certains, c'était une tradition qui remontait à leurs arrière-grands-parents d'être des Français. Et ils n'ont pas fait leur alia. Il y a eu, dans les années 50, une sorte de procès public intenté aux Juifs d'Algérie. Pourquoi vous n'avez pas fait votre alia? C'était 1900, dans les années 60. Oui. Dans les années 60, il y a une sorte de procès public, etc. Je pense que certains intervenants vont en parler. Mais rappelons-nous, alors il y a ici à ce propos un texte qui est cité d'ailleurs dans le livre que mon père, Zichrono Livracha, a écrit sur son père, donc mon grand-père, Zichrono Livracha, Aizer Cherki, Récit d'une vie. Il y a ici un texte dans lequel Manitou, que vous avez connu comme sioniste, mais qui n'a pas toujours été, alors il écrit la chose suivante. Bon, je ne vous citerai pas tout le texte, mais cette identité si spéciale, que l'on pourrait définir brièvement comme pied noir juive algérienne, a pratiquement éclaté lors des événements, entre guillemets, qui ont mené à l'indépendance de l'Algérie. À tout le moins, elle survit dans le souvenir des anciens. Implique-t-elle aussi une dimension sioniste dans le sens habituel que l'on donne à ce terme, c'est-à-dire un lien d'identité totale avec le pays d'Israël, défini non seulement comme patrie ancestrale des Hébreux, mais comme patrie actuelle du peuple juif, retrouvant son identité politique à travers la société aujourd'hui israélienne. La question, en tout cas, mérite d'être posée. Ça, c'est la question donc que pose Manitou dans un article. Et à cela, mon père, Zichrono Livracha, répond. Il dit « L'engagement envers Israël de la majorité des Juifs d'Algérie, qui ne représentèrent qu'une part relativement faible de la Aliyah d'Afrique du Nord, restait, pourrait-on dire, assez tiède. La personnalité d'Aizer Cherki, son sionisme intégral, partagé par quelques personnalités laïques et religieuses. » Et donc, et là, il y a aussi un petit souvenir assez intéressant. Vous savez que ce n'était pas facile de faire monter les Juifs à l'époque, surtout parce que la Aliyah était filtrée et que les shlichim, en général, étaient intéressés à renforcer les colonies agricoles en Eretz Israël, les kibbutzim, les moshavim, et ils cherchaient donc à faire monter uniquement des jeunes, sains, capables de lutter, capables de faire de l'agriculture, et tout le reste ne les intéressait pas beaucoup. Mais leur antenne en Algérie, c'était la famille Cherki, qui entretenait tout un réseau qui passait par Oran, qui passait par le Maroc, une organisation qui s'appelait l'organisation Charles Netter, le mouvement Charles Netter, qui était une couverture donc de la Aliyah à l'époque où c'était illégal. L'antenne au Maroc était Alfonso Saba, Zichrono Livracha, et tant d'autres. Et donc, pour faire la Aliyah, il fallait entre autres passer par l'aide, disons, bureaucratique de mon grand-père, qui était en contact avec certains shlichim qui venaient de Nahalal, qui venaient de Givat Haïm, etc. Et là, mon père raconte une petite anecdote. Je me souviens de ce petit congrès de la Aliyah dont il est question dans l'article de Jacques Lazarus. Les Juifs du Sud algérien, vêtus de leurs grands burnous, en réaction aux ordonnances de l'agence juive prétendant limiter la Aliyah aux seuls candidats adultes, sains et valides, répliquèrent à l'instar de la réponse de Moshe Rabbeinu au pharaon, Bin arenu biskenenu neler. Nous partirons avec nos enfants et nos anciens. Mon père, qui vibrait à l'unisson avec eux, prit alors évidemment leur défense. Rappelons-nous qu'à cette époque, effectivement, il était assez dangereux de faire de l'activité sioniste pratique officielle et ouverte. C'était assez dangereux, mais ça se faisait quand même. Et je voudrais ici citer à nouveau un texte de Yanni Avidov. Yanni Avidov a été envoyé en Algérie avec Ephraim Ben Chaim, qui s'appelait à l'époque Friedman, pour organiser la Aliyah secrète. C'était à partir de 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale, pour faire amener la Aliyah secrète des Juifs d'Afrique du Nord
en Eretz Israël de l'époque. Et Yanni Avidov donc se fait passer pour un agronome qui s'intéresse à l'agriculture tropicale. Il arrive à Alger et il se fait inviter pour le Shabbat. Daniel, je finis. Hein. Bon, ça va, ça va. Bon, d'accord. Et alors, attendez. Alors, où c'est? Il raconte donc qu'il se fait passer pour un agronome. Ah, voilà, c'est là. Cette famille, ce ne fut pas par hasard que ce fut la première maison juive que j'y ai connue. Rappelez-vous que c'est un membre de la Shomer Hatzaïr, qui est, par définition, disons par formation, anti-religieux. Et il dit la chose suivante. Cette famille de 12 personnes, forte de 10 garçons et filles, cherchait toujours le moyen d'aider chaque juif se trouvant dans la ville, lui donnant le sentiment d'être à la maison et lui donnant, si c'est nécessaire, une aide véritable. C'était une coutume bien connue que tout passant dans la ville était un invité le vendredi soir et le Shabbat autour de la table de Cherki. Après de longues années, j'ai ressenti de nouveau la saveur d'un beau Shabbat juif et traditionnel. Conservé dans cette maison, dans une ville dont 70% des juifs ne connaissaient pas la moindre lettre d'hébreu. Merveilleusement, la table était dressée pour la fête, les lumières de Shabbat allumées, et les enfants rayonnant du moment de la fête. À la récitation du Kiddush par le père de famille, les enfants se levaient et en proclamant Shabbat Shalom, s'embrassaient les uns les autres et également les invités. C'était une règle que les invités étaient assis près du père qui s'occupait d'eux. Alors, rappelons une chose dont Yanni Avidov ne parle pas, c'est que lui et également Ephraim Ben Chaim, au moment du Kiddush, ostensiblement, lisaient le journal, par opposition au Kiddush. Ça, il ne le dit pas. Mon grand-père, une sorte de patriarche traditionnel, ne disait pas un mot contre ça, parce qu'il savait que l'engagement pour Eretz Israël et pour la restauration nationale d'Israël l'emportait sur toutes ces considérations. C'est également une leçon que nous devons apprendre. Et le repas commençait, le chef de famille, portant une vénérable barbe, les yeux chaleureux et foncés, se tourna vers moi et dans un hébreu pur me demanda « Que fais-tu ici ?» En hébreu, Ma ma'asecha kan. Je lui fis tout de suite une confiance totale et j'ai ressenti que toutes les histoires supposées que j'étais venu pour des études agricoles des pays tropicaux, que je racontais à certains de ceux qui m'interrogeaient, je ne pouvais plus les raconter à ce juif extraordinaire assis en face de moi. Et donc à partir de là, c'est là que tout s'est fait. Rappelons quand même un épisode assez important. Plusieurs milliers de juifs du Maroc sont passés par Alger à ce moment-là. Mais les bateaux n'arrivaient pas. Donc ils ont envahi le bâtiment du grand rabbinat d'Alger et chaque famille était sur une des marches des escaliers. Mon grand-père, voyant cela, a abandonné tout son travail et pendant 8 mois a entretenu dans un camp spécial qu'il a fondé ces milliers de juifs pendant 8 mois, leur donnant le soutien alimentaire, médical et tout ce que ça impliquait. Donc il faut comprendre que à cette époque, il y avait quand même un sionisme actif en Algérie, dont ma famille a pu faire partie. Ce n'est pas pour rien qu'un des grands maîtres du sionisme spirituel de nos jours, Manitou, Zichrono Livracha, est quand même issu de cette communauté, même si à l'époque, ça lui a pris du temps pour décider d'être sioniste. Un dernier point, et je vais finir avec ça, et je vous promets que c'est vrai, c'est qu'il y a dans le judaïsme algérien une particularité assez extraordinaire. C'est que c'est une conjonction assez surprenante d'agrégés de philosophie et autres, des grands universitaires, qui n'ont pas renoncé au couscous et boulettes le vendredi soir. Et ça, c'est là que se joue le secret de la continuité de l'identité juive et sioniste à travers l'histoire. Merci.